Bonsoir à toutes et à tous. Latitude 91 version politique saison 3. Aujourd'hui, c'est leur lancement officiel. Les régionales 2010, 14, 21 mars prochain. Après les candidats PS et UMP, je reçois Alain Dolium pour le mouvement démocrate. Alain Dolium, à mi-chemin entre Harry Roselmack et Obama, comme se plaît à le dire François Bayrou, le président du MoDem. Alain Dolium, dont c'est le baptême du feu en politique. Alain Dolium, 43 ans. Entrepreneur, bonsoir à vous et bienvenue sur le plateau de Téléson. Je vais vous interroger en compagnie de mes deux complices habituels, Graziella Rioux de Boucan.com et Grégory Plouvier du Parisien. Bonsoir à vous deux et pour ne pas perdre de temps, à tout bien tout honneur, première question, Boucan.com et Graziella Rioux. Moi, je ne vais pas faire compliqué pour la première question. Je vais juste vous demander qui êtes-vous et d'où venez-vous, parce qu'on ne vous connaît pas. Donc, cette invitation sur le plateau à laquelle vous avez bien voulu répondre, c'est aussi une occasion de mieux vous connaître, puisque vous démarrez, vous êtes un peu novice en politique, on peut le dire. Hein, c'est pas. Alors, novice en politique, en fait, pas tout à fait. Si on considère que la politique de la cité, et en l'occurrence, œuvrer dans les milieux associatifs, sur des questions d'orientation, de développement économique, ça constitue quand même une assise non négligeable. C'est les deux orientations que vous aviez choisies, dans laquelle vous avez choisi de vous engager avant d'être au MoDem. Tout à fait. Donc avant d'être au MoDem, je me suis engagé en fait même sur une troisième orientation. En plus de l'égalité des chances, du développement économique, c'est, je dirais, les nouvelles technologies comme étant un relais de croissance non négligeable pour le pays. C'est votre activité professionnelle, je crois. Vous avez une entreprise. Voilà. Donc moi j'ai 43 ans, je suis entrepreneur. Je suis un pur produit francilien, si je puis dire, puisque j'ai été élevé dans le 92, au Plessis-Robinson dans un premier temps. Je suis allé au collège au Plessis-Robinson, au lycée à Châtenay-Malabry. J'ai ensuite poursuivi mon parcours de vie à Malakoff et j'ai ensuite été étudié en province, à Amiens, en faisant une école supérieure de commerce et au HEC Montréal, au Canada. Vous n'avez jamais été encarté politiquement, que ce soit à gauche ou à droite, vous n'avez jamais eu votre cas, vous n'avez jamais été militant auparavant? Oui, alors militant, pas vraiment, encarté, pas du tout. Par contre, un ancrage, j'allais dire sociologique à gauche, un vote à gauche en 2002, Jospin, deuxième tour un peu embêté, vu l'état de l'élection à ce moment-là. Et puis ensuite, en 2007, premier tour François Bayrou, second tour Ségolène Royal, pour franchir définitivement le pas et aller vers les milieux centristes. Vous êtes un militant MoDem de 2007. Tout à fait, un militant MoDem qui épouse, si je puis dire, le projet centriste et le projet mouvement démocrate en 2007 et qui ensuite décide de s'investir en étant là pour le coup encarté à partir de la fin 2008. Comment vous avez rencontré François Bayrou? En quelles circonstances vous l'avez croisé pour la première fois? Et comment est venu ce choix plutôt surprenant de François Bayrou de choisir un novice pour cette élection phare? Alors cette rencontre, elle s'est faite assez simplement finalement, puisque j'ai rencontré donc Bernard Lehideux, qui est un des bras droits de François Bayrou. Et le patron du MoDem à la région. Voilà, du patron du groupe à la région. Et puis suite à différents échanges, Bernard Lehideux m'a proposé de rencontrer François Bayrou. Et puis je dirais que cette rencontre n'a pas eu lieu dans la foulée. Et puis entre-temps est arrivée l'élection régionale et j'allais dire la candidature à la candidature. Voilà. Donc là, les différents membres du mouvement démocrate, les différents adhérents avaient la possibilité d'exprimer un certain nombre d'idées et de projets. Donc moi, je les ai exprimés. Et puis, comme par hasard, à ce moment-là, est arrivée à la fois la rencontre avec François Bayrou et les projets que j'avais exprimés de l'autre côté. L'association des deux a permis à l'exécutif du mouvement démocrate de dire tiens, cette candidature, elle peut être intéressante, à l'instar d'autres candidatures. Et puis on a décidé de porter cette candidature ensuite auprès des militants. Et les militants ont décidé de me confier la tête de la liste pour briguer la présidence de la région Île-de-France pour le mouvement démocrate. Alors, vous avez dit que vous avez un ancrage à gauche. Vous nous avez rappelé vos votes. Moi, la première question que je voulais vous poser, c'est, voilà, le MoDem, l'UDF à l'époque, était allié de l'UMP pour être à la région. Là, aujourd'hui, vos partenaires, c'est qui? C'est l'UMP, les Verts et le Parti Socialiste pour le deuxième tour? Parce que je vous pose tout de suite, là, après on reviendra sur le premier, mais voilà, c'est qui vos partenaires éventuels? Premier point. Ancrage sociologique à gauche. J'ai très rapidement évolué dans mon parcours et dans ma pensée politique, vers du centre-droite, vers du centre-gauche. En tout cas, je m'estime aujourd'hui, quand je prends du recul par rapport à moi-même et à ma pensée politique, comme étant finalement
un pur produit centriste et j'allais dire un centriste dans l'âme. Alors ça, c'est le premier point. Le second point, on a un projet. On a un projet aujourd'hui avec des angles qui sont des angles qui correspondent. Voilà, on a un projet donc, qui est bouclé depuis un certain temps, un projet national, un projet régional. Et ce projet aujourd'hui, on l'a construit d'une part avec et pour les Franciliens, avec 3 thématiques, j'allais dire, très fortes. L'emploi. La région doit pouvoir favoriser la création d'emplois. C'est inacceptable aujourd'hui dans notre région d'avoir 500 000 chômeurs. Deuxième chose, l'égalité des chances. Troisième chose, j'allais dire le mieux vivre ensemble. Faciliter finalement à terme, pour chacun des Franciliens, la possibilité de se retrouver dans un cadre de vie qui soit satisfaisant. Quand vous avez ce type de projet, il n'est pas question d'aller s'associer à qui que ce soit alors que vous avez bâti ce projet, je le répète, avec et pour les Franciliens. Mais il faudrait faire en une semaine pendant l'entre-deux tours. Alors, ensuite, il y a un second tour. Si d'aventure, il doit y avoir des alliances au second tour, ces alliances ne peuvent se faire que sur la base de ce que l'on souhaite porter, et je le répète, l'emploi en guise de première priorité. Et vous comptez mettre votre grain de sel dans les négociations de second tour? Est-ce qu'on vous laissera le mettre? Ou est-ce que ça va se faire dans les états-majors au niveau national? Vous avez noté que j'étais la tête de liste pour porter le projet régional Île-de-France pour le mouvement démocrate. Mais on sait aussi le procès qui est fait à François Bayrou de tout décider tout seul. Alors moi je trouve que c'est un faux procès et que c'est un procès qui n'a pas lieu d'être. Je vous garantis, je vois François Bayrou et d'une manière générale l'ensemble des membres du comité exécutif, mais également les militants et les adhérents de manière régulière. Ce que l'on pourrait dire comme étant, et c'est ce que j'entends beaucoup, être un comportement autocratique, ça ne correspond à aucune réalité. François Bayrou est quelqu'un de très ouvert, qui écoute de manière très large sa base militante, qui aussi, parce qu'il doit décider pour la stratégie du parti, à un moment, va prendre la décision, comme tous les décideurs. Vous avez un patron de chaîne de télé, à un moment, il consulte ses journalistes, il consulte son personnel, et puis il prend la décision. C'est ce qui se passe également dans un parti politique. Je vais vous reposer la question. On a vu Bernard Lehudeux, le patron des centristes à la région, être très très critique avec la candidature de Valérie Pécresse, alors que vous avez voté à la région le budget, même si on sait que c'est un budget fictif, étant donné qu'il ne sera pas appliqué, vu qu'il y a des élections, mais vous avez par exemple voté avec les socialistes le budget recettes, pas dépenses, mais on sent quand même qu'on est plus près des Verts et des socialistes que de l'UMP. C'est Verts pour la droite, pour alors, est-ce que vous nous confirmez ça ou pas? Parce que c'est une vraie question qu'on se pose, parce qu'après on va parler des sondages et des scores qui vous sont attribués. Je vais vous confirmer ce qui se passe aujourd'hui. Les Franciliens sont pris en otage. En otage de quoi? En otage d'un État qui dit aujourd'hui, parce qu'il est de droite, je bloque un certain nombre de projets qui sont proposés par la région. Et la région, effectivement, est gérée par une mandature qui est composée des Verts et du PS. Et aujourd'hui, vous avez le Francilien sur les questions de transport où on n'arrive pas à régler le problème. Vous êtes ici en Essonne, on voit bien les problèmes de qualité de service sur la ligne B, C et même sur la ligne D. Donc aujourd'hui, on a un certain nombre de problèmes qui ne sont pas réglés. Pourquoi? Parce qu'on a un Francilien qui est pris en otage. Et je pourrais prendre comme ça, de manière successive, un certain nombre de problèmes qui ne sont pas gérés, qui ne sont pas traités. Selon moi, un des plus gros problèmes consistant à gérer aujourd'hui la région résulte du fait, on a une lutte partisane entre la droite et la gauche, plus les Verts, qui mettent en étau le francilien, on ne prend pas les bonnes décisions. En gros, vous êtes en train de me dire que les franciliens ils sont pris en otage parce qu'on a un président de région socialiste et un gouvernement UMP. On voit bien aujourd'hui les intérêts qui ne vont pas dans le sens des attentes et des besoins des franciliens. On le voit, on le mesure tous les jours. Et c'est vrai qu'il y a cette prise en étau qui gêne terriblement le débat démocratique et au-delà de ça, qui gêne terriblement la satisfaction des franciliens, pour les questions d'emploi, pour les questions d'égalité des chances ou pour les questions de transport également. Une question sur... Vous mettez l'emploi au cœur de votre programme. Alors moi j'avais deux questions. L'emploi, on traite ça en termes de formation. On sait que c'est à peu près la moitié du budget de la région, hein, la formation, c'est énorme. Ou le volet entreprise, on fait tout ce qu'on peut pour le développement économique des entreprises. Quelle est la conséquence de l'emploi? La conséquence de l'emploi, vous avez j'allais dire même plus que conséquences, quels sont les préalables de l'emploi? C'est ce que vous dites, c'est la formation et l'éducation. La région aujourd'hui doit être beaucoup plus volontariste sur ces aspects-là. La formation, ce n'est pas uniquement la formation de la jeunesse, même si ça constitue l'avenir du pays, c'est aussi la formation des gens qui sont en situation de précarité, parce que sortis du marché de l'emploi, je vais vous donner un exemple. Vous prenez une personne âgée de plus de 50 ans.
qu'on sort de l'entreprise sous prétexte que après ces bons et loyaux services, on estime qu'elle n'a plus rien à apporter à la collectivité. Ces personnes ont besoin aussi de pouvoir bénéficier de formations qui vont les réinsérer sur le marché de l'emploi. Donc l'emploi des seniors aussi. Donc, on a l'emploi des jeunes, on a l'emploi, j'allais dire, des tranches intermédiaires, et puis l'emploi des seniors. Pour obtenir cet emploi, formation. Si vous touchez à l'emploi des jeunes, vous touchez forcément à une autre compétence de la région, qui est les lycées. Vous savez que la région, aujourd'hui, elle s'occupe des lycées, avec un montant non négligeable. Puis, le champ d'attribution de la région, ou en tout cas celui qui, j'allais dire presque qu'il se vote, c'est de s'occuper des murs. Vous avez 483 000 lycéens qui sont à l'intérieur de ces murs. Personne ne s'en occupe, ou alors on ne s'en occupe que trop mal. Je viens de passer là du temps dans une mission... la mission locale de Massy. Mission locale, tout à fait. Je suis sidéré lorsque j'écoute aujourd'hui, alors ce travail fait par Vitacité est un travail incroyable, qui est riche de beaucoup d'enseignements et puis qui d'une manière générale apporte beaucoup à la jeunesse. Je suis surpris qu'il y ait encore des gens autour de la table, et donc des jeunes, qui nous expliquent que leur orientation, ils se rendent compte au bout d'un an, pour une personne qui était en BTS, et un BTS qui visait à lui permettre justement de travailler sur le sujet de l'orientation, de se retrouver finalement à comprendre que son orientation n'était pas tout à fait la bonne pour pouvoir faire ce job. La région a une part de responsabilité, et je pense aujourd'hui que les gens qui sortent de cette gouvernance, donc j'entends par là le PS et les Verts, la gauche donc au sens large, je pense qu'aujourd'hui il y a clairement une faute majeure de leur part sur les questions liées à l'économie et à l'emploi. Je vais vous donner un second chiffre. Vous savez quel est le pourcentage consacré aujourd'hui au développement économique et à l'emploi sur la région Île-de-France? Oui, moi je le sais, vous l'avez déjà dit à Palaiseau. Ce chiffre, il est de 2%. D'un côté, on a la première région économique de France et d'Europe, 29% du PIB, un potentiel de recherche et développement incroyable. Et on est bien placé en Essonne pour le savoir. Et de l'autre côté, plateau de Saclay, et de l'autre côté, vous avez une région qui souffre d'un certain nombre de faillites d'entreprises, qui souffre d'une difficulté d'entreprendre, un état d'esprit pour aller de l'avant qui est complètement écrasé. Pourtant, Dieu sait que les... Et là, la région est déficiente. La région est déficiente. Vous avez les autres régions de notre pays qui sont en moyenne à 8,3 en matière de développement économique et d'emploi. Ma priorité, c'est de doubler au moins ce budget. Vous avez chiffré le nombre d'emplois à créer sur la prochaine mandature. Il est différent de ceux de l'UMP. Comment vous expliquez cet écart? Vous préconisez à peu près 150 000 créations, eux parlent de 500 ou d'1 million d'emplois. Il a raison. Alors, moi je l'explique très simplement. Pour créer de l'emploi, on a bien vu qu'il y avait des préalables. Formation, éducation, aide aux créateurs d'entreprises. En tout cas, on veut constituer pour ces créateurs d'entreprises un guichet unique. Arrêtez de dire aux créateurs d'entreprises, il y a le premier guichet, il y a le deuxième guichet, il y a le troisième guichet, il y a le quatrième guichet. Beaucoup ont essayé et se sont cassés les dents. Hein. C'est trop compliqué aujourd'hui, l'entreprise. C'est trop compliqué. Il faut simplifier. Une seule porte pour pouvoir obtenir ces aides, une seule porte pour pouvoir obtenir des aides financières et des aides liées à l'hébergement. Maintenant, comment on explique le fait que les différences soient notables entre le projet UMP, le projet Vert, le projet Mouvement démocrate et le projet Parti socialiste? Quand vous voulez créer de l'emploi, mais comme tout ce que vous voulez faire, et c'est bien là aujourd'hui un des problèmes que l'on a en politique, il faut avoir quand même les deux pieds bien ancrés dans la réalité. Vous avez d'employés, Moi, j'ai créé 2 emplois, donc une direction marketing et une direction commerciale, et puis je suis en train de créer un certain nombre d'emplois dans mon entreprise. Pourquoi? Parce qu'on obtient des gros contrats, et d'ailleurs on a obtenu un contrat là récemment, un contrat mondial. Donc si je reviens sur cette différence elle est liée à quoi? Elle est liée au fait que quand vous dites 1 million d'emplois et vous vous appelez Valérie Pécresse et vous dirigez la tête... Mais qu'elle n'est pas raisonnable. Mais c'est pas raisonnable. C'est même pas que c'est pas raisonnable. C'est juste pas possible. C'est pas possible. Vous regardez la succession, ou en tout cas, j'allais dire les différentes mesures qui sont proposées par l'UMP, vous chiffrez, parce qu'on sait chiffrer, on est comme tout le monde, on chiffre ces mesures, c'est simple. Qui peut financer ça? Éventuellement les collectivités territoriales, l'État, ou alors PPP. Est-ce qu'on a demandé à ces gens-là, partenariat public-privé, pardon, est-ce que l'on a demandé à tous ces acteurs s'ils étaient d'accord pour financer le projet? Au niveau de la direction... La réponse est projet UMP irréaliste. Alors ensuite, le projet des Verts. Le projet des Verts, très intéressant. Il suffirait... L'éco-activité notamment. Il suffirait de constituer une éco-filière pour générer, alors j'ai compris qu'au bas mot, il y en avait 22 000 selon les dernières, il y a une étude là qui est parue très récemment dans Le Monde, ou alors on pouvait aller jusqu'à 240 000.
Alors après, je n'ai pas compris l'horizon de temps. Peu importe. On sait bien que les choses sont aussi compliquées. Ça ne veut pas dire pour autant que l'économie verte n'est pas une économie qui elle-même peut générer des emplois. Par contre, vous avez un problème. Vous avez noté que les gens qui veulent bosser, il y a des gens qui sont diplômés Bac+4, Bac+5. Et vous avez aussi des gens qui sont pas diplômés Bac+4, qui sont diplômés de manière, je dirais, qui ont le bac, ou alors qui parfois n'ont pas le bac. Les emplois verts, par essence, ce sont des emplois qui requièrent un niveau de qualification élevé. Rien que ça nous amène à dire que, également, sur ces perspectives d'emploi, on n'est pas sur quelque chose de réaliste. Grégory Plouvier. Autre thématique importante de la campagne sont les transports. Vous avez exprimé quelques critiques quant à la construction du tramway, etc. Est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres pistes alternatives plus urgentes? Oui. Vous avez dit aussi que vous n'étiez pas dogmatique et que vous vouliez multimodal. Hein. Je pense que c'est important. Ouais. Alors, on va essayer d'utiliser des termes qui sont accessibles pour chacun d'entre nous. Il n'y a pas une seule bonne solution en transport. Pourquoi? Parce que la réalité des départements n'est pas la même. Ce que vous avez dans le 91, ce que l'on a dans le 77 ou dans le 78 est différent. Aujourd'hui, vous avez un premier problème. Si vous dites il faut redonner à cette région l'audace d'espérer, il faut redonner à cette région la possibilité de pouvoir bénéficier d'une qualité de vie parce que j'ai un emploi. Quand vous dites ça, vous dites ok, j'ai besoin d'accroître mon vivier de personnes qui vont bénéficier ou qui va bénéficier de cet emploi. Si je veux accroître le vivier, je traite un premier problème en matière de transport, c'est la difficulté d'être transporté facilement d'une banlieue à une autre. Donc le trafic interbanlieue. Ce trafic interbanlieue, il faut pouvoir solutionner ça tout de suite. Alors c'est quoi, c'est des bus en site propre? Des bus, effectivement. On pense que ces solutions en site propre, vous avez aujourd'hui du combustible, vous avez aussi les solutions de covoiturage, donc on voit bien qu'il faut combiner les solutions. Vous avez également les bus de quartier. Il faut pouvoir désenclaver la banlieue tout de suite. Bus de quartier, ça veut dire qu'aujourd'hui, on a possibilité de mettre des lignes plutôt courtes, mais qui permettent de desservir des quartiers qui, eux, sont très difficiles d'accès pour les lignes normales. Comment vous allez arriver à un premier point de station qui vous permette d'aller là où se situe l'emploi. À terme, ce que l'on souhaite, nous, c'est faire en sorte que cet emploi soit plus proche du domicile du francilien. Mais comment vous allez réussir? Parce que toutes les solutions que vous évoquez, elles ont déjà peu ou prou été expérimentées, proposées. On les voit passer, hein, puis tout le monde essaye. C'est toujours à peu près les mêmes et ça n'a pas l'air de fonctionner. Et voilà, c'est rapidement, compliqué. parce qu'il nous reste une minute, j'ai une dernière question à vous poser après. La clé dans tout cela, c'est de penser que ce qui structure finalement le transport, le logement aussi, qui est une vraie question importante, c'est d'arriver à un schéma d'ensemble qui soit un schéma, j'allais dire, cohérent. Vous ne pouvez pas évoquer le transport de manière indépendante du logement. Vous ne pouvez pas évoquer le logement de manière indépendante à l'emploi. Vous vous rendez compte qu'il faut pouvoir rassembler ces trois notions. Et aujourd'hui, la difficulté première à laquelle on a à faire face, c'est que les envolées lyriques avec le schéma directeur d'un côté et le parfois, grand 8, Christian Blanc, ça, vous n'y croyez pas. Le schéma directeur que vous avez lu attentivement. Ah oui, alors j'ai lu le schéma directeur et je peux vous dire 9 jours pour lire le schéma directeur. Mais c'est essentiel. Si vous voulez être élu à la région, vous avez besoin de comprendre ça. Dernière question, selon les instituts de sondage, IFOP, Opinionway, entre 5 et 6%, vous espérez combien? La seule chose que l'on espère aujourd'hui, c'est de pouvoir porter notre projet haut et fort et de gagner cette élection régionale. Pourquoi? Parce que nous en avons les moyens et notre projet correspond aux attentes et aux besoins des Franciliens. On le vérifie tout le temps sur le terrain. Merci Alain Dolium. La semaine prochaine, on retrouve Florence Duflot pour... Cécile. Pardon, j'ai dit Florence. Cécile Duflot pour Europe Écologie. Je vous remercie de nous avoir suivis. Salut, bonne soirée.